L'école qui n'existe pas sur les cartes. Il n'existe sur aucune carte officielle une institution appelée l'école de Nguyen. Aucun bâtiment ne porte ce nom. Aucun programme national ne la revendique ouvertement. Et pourtant, elle existe. Elle existe dans les classes où l'enseignant accepte de dire « je ne sais pas encore ». Elle existe dans les bibliothèques où l'on préfère montrer un chemin plutôt que donner une réponse. Elle existe dans les familles où l'on apprend aux enfants à expliquer leur raisonnement plutôt qu'à réciter un résultat. Les sociologues appelèrent cela une pédagogie diffuse. Les élèves, eux, parlaient simplement d'un apprentissage différent. Un apprentissage où l'erreur n'était pas une faute morale. Où l'ignorance temporaire n'était pas une honte. Où la réflexion prenait plus de valeur que la performance. Dans une étude menée sur plusieurs années, on observa que les élèves formés selon ces principes développaient une relation plus stable au savoir. Ils ne cherchaient pas à impressionner. Ils cherchaient à comprendre. Un rapport académique conclut sobrement. La méthode inspirée de Nguyen favorise une intelligence durable plutôt qu'une intelligence spectaculaire. Chapitre épilogue 11. Les histoires qui ne font pas de bruit. Dans le monde médiatique, la tentation était grande de transformer l'héritage de Nguyen en récit héroïque. Plusieurs producteurs proposèrent des adaptations romancées. Des versions simplifiées. Des figures idéalisées. Tout échouèrent. Non par manque de qualité, mais parce que l'essence même de cette histoire résistait à la dramatisation. Nguyen n'avait pas vaincu par la force. Elle n'avait pas gagné par la ruse. Elle n'avait pas triomphé publiquement. Elle avait enseigné. Et l'enseignement véritable ne fait pas de bruit. Un jeune documentariste, après plusieurs tentatives infructueuses, écrivit dans son journal personnel. Certaines histoires refusent d'être spectaculaires parce qu'elles demandent aux spectateurs de devenir plus attentifs. Ce constat mit fin au projet. Et peut-être était-ce la meilleure conclusion possible. Chapitre épilogue 12. La transmission entre les lignes. Avec le temps, les écrits de Nguyen furent intégrés dans des anthologies pédagogiques. Toujours sous forme d'extraits. Jamais comme un dogme complet. Ces phrases apparaissaient souvent entre deux chapitres, comme des respirations. Lire lentement est une forme de respect. La vérité n'est jamais pressée. Comprendre demande parfois de renoncer à conclure. Les enseignants remarquaient que ces phrases, placées discrètement, avaient plus d'impact que de longs discours. Les étudiants les copiaient parfois dans leur carnet personnel. Pas pour les apprendre par cœur. Pour les relire dans des moments de doute. Ainsi se transmettait l'essentiel. Entre les lignes. Sans autorité imposée. Chapitre épilogue 13. Les conflits qui changent de forme. Le monde ne devint pas soudainement pacifique. Les conflits persistèrent. Les désaccords idéologiques demeurèrent. Les interprétations de l'histoire continuèrent de s'affronter. Mais quelque chose avait changé dans la manière d'en parler. Dans les débats publics, certains journalistes formés à cette éthique refusaient les raccourcis. Ils demandaient des sources. Ils expliquaient les contextes. Ils rappelaient les incertitudes. Ils n'étaient pas toujours populaires. Ils n'étaient pas toujours rapides. Mais ils inspiraient confiance. Un rédacteur en chef déclara un jour : « Je préfère perdre quelques spectateurs que perdre la rigueur. » Cette phrase circula dans les rédactions comme un rappel discret de responsabilité. Nguyen, sans le savoir, avait contribué à modifier la texture du débat public. Chapitre épilogue 14. Les adultes de demain. Les enfants qui avaient grandi avec cette pédagogie devinrent adultes. Ils entrèrent dans des métiers variés. Ingénieur. Médecin. Juriste. Artisan. Enseignant. On remarqua chez eux un trait commun. Ils expliquaient avant d'affirmer. Ils demandaient avant de juger. Ils acceptaient de revoir leur position. Dans des situations de crise, ils prenaient le temps de comprendre les causes avant de proposer des solutions. Un responsable associatif résuma ainsi leur attitude.
Il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il cherche à avoir le mot juste. Cette distinction, subtile mais fondamentale, était devenue rare dans un monde saturé d'opinions. Chapitre épilogue 15. Le savoir comme lien. Dans les dernières décennies de ce mouvement invisible, une idée centrale s'imposa. Le savoir n'est pas un trophée. C'est un lien. Un lien entre générations. Un lien entre disciplines. Un lien entre passé et avenir. Les bibliothèques, loin de disparaître, se transformèrent. Elles devinrent des lieux de médiation. Des espaces de dialogue. Des refuges pour la pensée lente. Sur certains murs, on pouvait lire une phrase attribuée à une archiviste anonyme. Nous ne conservons pas le passé pour y vivre. Nous le conservons pour mieux habiter le présent. Peu de gens savaient que cette phrase était inspirée d'une note manuscrite de Nguyen, retrouvée dans un carnet sans date. Épilogue éducatif. Pour ceux qui viendront après. Chapitre épilogue 16. Apprendre à ne pas tout posséder. Dans les écoles influencées par l'héritage de Nguyen, une idée nouvelle prit racine lentement mais profondément. On n'enseignait plus seulement à accumuler des connaissances. On apprenait aussi à accepter de ne pas tout savoir. Les enseignants expliquaient aux élèves que le monde est plus vaste que n'importe quel programme. Que certaines questions resteraient ouvertes toute une vie. Et que cela n'était pas un échec, mais une condition naturelle de l'intelligence humaine. Un professeur de philosophie résuma cette approche avec une phrase simple. Le savoir commence quand l'ego accepte de se taire. Les élèves, d'abord déstabilisés, découvrirent peu à peu une forme de liberté. Ils n'étaient plus obligés d'avoir raison immédiatement. Ils pouvaient réfléchir. Hésiter. Revenir en arrière. Cette lenteur assumée devint une force. Chapitre épilogue 17. La patience comme valeur moderne. Dans un monde obsédé par la vitesse, la patience devint un acte presque subversif. Les générations formées dans cet esprit apprirent à attendre avant de répondre. À lire avant de commenter. À écouter avant de conclure. Cela se voyait dans leur manière de travailler. Ils posaient plus de questions en réunion. Ils demandaient plus de temps pour analyser. Ils refusaient les décisions prises dans la précipitation. Au début, certains dirigeants interprétèrent cette attitude comme un manque d'ambition. Puis les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Les projets conçus lentement étaient plus solides. Les erreurs coûtaient moins cher. Les équipes étaient plus stables. Un directeur d'entreprise déclara lors d'une conférence. Nous avons redécouvert que réfléchir n'est pas perdre du temps. C'est en gagner. Chapitre épilogue 18. L'éthique du désaccord. Nguyen n'avait jamais cherché à éliminer les conflits. Elle savait que le désaccord fait partie de la condition humaine. Mais elle insistait sur une chose essentielle. La manière de se contredire compte autant que la conclusion. Dans les débats publics inspirés par cette pensée, on vit apparaître une nouvelle forme de dialogue. Les participants citaient leurs sources. Ils reconnaissaient les limites de leurs arguments. Ils acceptaient de dire « je peux me tromper ». Cela ne rendait pas les débats plus faibles. Cela les rendait plus honnêtes. Les élèves formés dans cet esprit apprenaient très tôt à distinguer une attaque personnelle d'une critique d'idées. Ils comprenaient que contredire n'était pas humilier. Cette compétence, invisible mais précieuse, permit à de nombreuses communautés de traverser des périodes de tension sans se déchirer. Chapitre épilogue 19. Les métiers du sens. Avec le temps, on observa une évolution notable dans les choix professionnels des jeunes adultes issus de cette éducation. Beaucoup se dirigeaient vers des métiers où le sens primait sur le prestige. Éducation, médiation, recherche, journalisme de fond, archivistique moderne. Ils n'étaient pas naïfs. Ils connaissaient les contraintes économiques. Mais ils refusaient de sacrifier complètement leurs valeurs. Un ancien étudiant devenu ingénieur expliqua. Je construis des systèmes, mais je veux aussi comprendre leur impact humain. Cette phrase résumait parfaitement l'esprit transmis par Nguyen.
Une compétence technique sans conscience n'était plus considérée comme suffisante. Chapitre épilogue 20. La mémoire comme responsabilité. Dans les bibliothèques du futur, les archives n'étaient plus perçues comme des reliques poussiéreuses. Elles devenaient des outils de responsabilité collective. Les archivistes expliquaient aux visiteurs que chaque document conservé est un choix. Conserver, c'est reconnaître une valeur. Oublier, c'est parfois une violence silencieuse. Inspirés par Nguyen, les professionnels de la mémoire développaient une nouvelle éthique. Ils contextualisaient les documents. Ils expliquaient les zones d'ombre. Ils refusaient les récits simplistes. Ainsi, la mémoire cessait d'être une arme idéologique pour redevenir un espace de compréhension. Chapitre épilogue 21. Low Silence Active. Nguyen avait toujours aimé le silence. Mais pas un silence vide. Un silence actif. Un silence qui permet d'écouter. Un silence qui laisse place à la réflexion. Un silence qui protège contre la manipulation. Cette notion fut reprise dans de nombreux contextes éducatifs. On apprit aux élèves à faire des pauses. À respirer avant de répondre. À ne pas remplir chaque instant de mots. Les neuroscientifiques confirmèrent ce que Nguyen avait intuitivement compris. Le cerveau assimile mieux dans les moments de calme. Ainsi, le silence devint une compétence. Une discipline. Un acte de respect envers soi et envers les autres. Avec le temps, une idée centrale devint de plus en plus claire pour ceux qui avaient hérité de la pensée de Nguyen. Comprendre n'est jamais neutre. Comprendre engage une responsabilité. Lorsqu'un individu comprend un mécanisme, une injustice, une manipulation ou une erreur historique, il ne peut plus prétendre à l'innocence de l'ignorance. Dans les écoles, cette notion était abordée avec douceur mais fermeté. On expliquait aux élèves que savoir implique un choix. Choisir de transmettre. Choisir de corriger. Choisir parfois de résister. Un enseignant écrivait sur le tableau une phrase simple. Savoir et ne rien faire est déjà une décision. Cette phrase n'était pas destinée à culpabiliser, mais à éveiller. Elle invitait chacun à réfléchir à la portée de ses connaissances. Chapitre épilogue Exit. L'humilité face à la complexité. Nguyen répétait souvent que le monde réel est plus complexe que les récits qui tentent de l'expliquer. Cette idée fut intégrée dans les programmes éducatifs comme un principe fondamental. Les élèves apprenaient que toute explication est une simplification et que toute simplification comporte un risque. Ils étudiaient des événements historiques sous plusieurs angles. Ils analysaient des textes contradictoires. Ils comparaient des interprétations opposées. Peu à peu, ils développaient une forme d'humilité intellectuelle. Ils comprenaient qu'avoir raison n'est pas toujours possible. Que la vérité peut être partielle. Que l'incertitude n'est pas un vide, mais un espace de réflexion. Cette humilité devenait une protection contre les discours extrêmes. Chapitre épilogue XX Yves. Le courage de dire je ne sais pas. Dans de nombreuses cultures, dire je ne sais pas est perçu comme une faiblesse. L'héritage de Nguyen contribua à inverser cette perception. Dans les classes, les enseignants valorisaient les questions sans réponse immédiate. Ils montraient que reconnaître ses limites est une forme de courage. Un élève osa un jour dire devant ses camarades